Bonjour à toutes et à tous, nous sommes à Jerez de la Frontera sur le circuit andalou pour le Grand Prix d'Espagne. Je suis en compagnie de Lucas Bartolomeo que vous commencez à connaître maintenant, qui me rejoint pour ce débrief sur GP Inside, ce débrief du Grand Prix d'Espagne, un Grand Prix d'Espagne un peu mouvementé, un peu, est-ce qu'on peut dire chaotique? On peut dire chaotique, on a eu beaucoup de pluie hier et puis là je pense que comme tout le monde peut le voir, surtout à nos visages, on a le soleil dans les yeux, il fait très chaud à Jerez et donc voilà, 2 journées très différentes et 2 courses aussi très différentes. Alors, on va commencer par la course sprint, cette course sprint un peu incroyable avec, je pense que c'est la première course sprint flag to flag. Alors juste pour rappel des règles, une course flag to flag, c'est une course qui est lancée sur le sec et ensuite on a un drapeau blanc qui est agité lorsque la pluie apparaît et à partir de là, les pilotes ont le droit de changer de moto. Donc à partir du moment où ils veulent changer de moto, ils doivent changer de moto. C'est-à-dire que quand ils rentrent au box, ils changent de moto pour une configuration différente. Et c'est ce qui s'est passé pratiquement à la mi-course, on va dire, et là ça a été un peu l'hécatombe, plusieurs chutes, plusieurs indécisions, enfin ça a été compliqué. Quelques pilotes qui ont décidé de changer de moto, d'autres plus tard que prévu. On pense à Marc Marquez qui a chuté juste après avoir passé l'entrée des stands, puis qui a relevé sa moto, qui a plongé dans la voie des stands en coupant par l'herbe. Finalement, cette manœuvre s'est avérée avoir été réalisée dans un timing parfait. Et ça a permis du coup à Marquez de ressortir devant tout le monde une fois que tout le monde l'avait imité pour rentrer au stand également. Donc après, il n'avait plus qu'à dépasser Pecco Bagnaia, c'était une formalité parce qu'on connaît ses aptitudes sous la pluie. Ouais. Et puis il allait décrocher un 17e succès en sprint pour égaler Jorge Martin. Alors après, on va juste revenir sur cette polémique qui a forcément fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de critiques sur les réseaux ou même sur Internet ou peu importe sur est-ce que Marc Marquez avait le droit de reprendre sa machine et ensuite de traverser la piste, de couper l'herbe et de rentrer au box. Oui. On va expliquer brièvement. Alors juste, moi je vais donner la première partie, c'est que déjà depuis l'introduction de cette nouvelle règle cette année, c'est-à-dire que dès qu'on chute et que la moto est arrêtée, on n'a pas le droit de repartir, de la redémarrer, on doit se mettre en sécurité derrière la voie de sécurité et ensuite pouvoir redémarrer la moto. Là, Marc Marquez a été intelligent parce que dès qu'il a chuté, il a gardé la main sur l'embrayage, la moto n'a pas calé, donc sa moto est restée en marche et à partir de là, c'est là où ça a été un peu critique. C'est là où ça a été un peu critique, mais du point de vue du règlement, il n'a pas non plus enfreint une règle, puisque le règlement dit qu'on ne peut pas couper la ligne intérieure du circuit au moment de rentrer dans la voie des stands pour ne pas couper le virage. Or là, Marc Marquez, il a coupé la ligne extérieure. C'est une zone grise du règlement qu'il a parfaitement bien exploitée. Je ne sais pas si sur le moment, il y a pensé à ce point de règlement. Je pense que c'est une décision qui a été prise sur le moment et qui était plutôt impulsive. En tout cas, il a respecté les règles et donc il n'a rien enfreint. Et donc la victoire lui a été accordée. Les commissaires, le collège des commissaires n'a même pas ouvert d'enquête pour investiguer sur l'incident. Donc voilà, il a fait ça apparemment dans les règles. Alors après, comme tu le dis, ça c'est du Marc Marquez en fait dans le texte. Ça va faire date, un peu comme ce qui s'était passé à Austin l'an dernier où il avait quitté la grille de départ avant même le tour de chauffe pour aller rejoindre son box, changer de moto. Juste derrière, on a eu un changement de règlement qui a été mis en application quasiment aussitôt puisque en Grand Prix de France, on a vu ce qui s'était passé. Là, c'est un peu la même chose. On pense que, c'est même sûr, déjà, la FIM et puis les instances dirigeantes et promotion du MotoGP commencent déjà à réfléchir sur cette zone grise du règlement pour éviter ce genre de situation où un pilote potentiellement peut mordre ou rentrer au box en ayant pris la décision, comme le dit Johan Zarco, finalement de ne pas vouloir rentrer au box puisqu'il a passé l'entrée des stands. Donc, c'est ça, la FIM qui va bosser là-dessus pour éviter toute controverse et surtout pour éviter qu'on se retrouve avec des courses dont le classement change après l'arrivée, puisque ça c'est une consigne qui a été donnée aussi au collège des commissaires de ne plus changer le résultat après une course et donc de distribuer les pénalités bien assez tôt. Oui, tout à fait. Bon voilà, donc cette course sprint, on va rappeler, donc remportée par Marc Marquez devant Francesco Bagnaia et donc doublé du team Ducati. On a un doublé de team Ducati le samedi, mais le dimanche, ça n'a pas du tout été la même situation pour le clan officiel. Le dimanche, ça n'a pas du tout été la même situation pour le clan officiel qui est maintenant sur une série de 9 courses sans podium. C'est la plus longue depuis les 24 courses qui s'étaient étendues entre le Grand Prix d'Aragon 2012 et le Grand Prix du Qatar 2014. C'est leur plus longue série sans podium, liée à diverses raisons. C'était un problème mécanique pour Pecco Bagnaia, une chute pour Marc Marquez. Mais pour autant, la domination d'Aprilia s'est arrêtée ce dimanche. Oui, effectivement, on a une victoire d'un autre Marquez, Alex Marquez. Alors dès le vendredi, on l'a vu et même tous les autres pilotes l'ont d'emblée remarqué. Alex Marquez était vraiment au-dessus du lot en termes de rythme, en termes de facilité sur ce circuit. Et même quand on voit en tout cas toutes les images de lui en bord de piste, c'est un pilote qui était facile tout le week-end.
Et même Marco Bezzecchi, qui a pourtant tout tenté durant la course, en essayant de revenir à son contact, a vu qu'à un moment donné, c'était trop tard, enfin, c'était pas possible de revenir sur Alex Marquez, qui met donc fin à cette série de 5 victoires de suite d'Aprilia, qui était donc celle de cette série qui avait été entamée par Marco Bezzecchi, qui avait duré jusqu'à Austin. Maintenant, là, c'est lui qui met fin à cette série, puisque voilà, c'était 5 courses sans victoire de Ducati. C'est comme tu dis, c'était peut-être pas celui qu'on attendait, et pourtant dès le vendredi qui s'est disputé sur le sec, il était déjà à moins de 2 dixièmes de la fameuse pole record du Tour de Fabio Quartararo en 2025, qui avait signé en 1:35.610, je me rappelle du chrono. Pardon. Finalement, le samedi s'est disputé sous la pluie, donc ce record il appartient toujours à Fabio Quartararo, mais c'était pas forcément le pilote qu'on attendait pour briser la série de victoires d'Aprilia. Malgré tout, il a été là le dimanche. Dès le premier tour, il s'est placé en deuxième position. Il a profité de la chute de son aîné pour s'installer, pour rester plus sereinement aux commandes de la course. Et là où on attendait peut-être un léger recul de Ducati sur la gestion des pneus, parce que comme on l'a dit, il faisait très chaud aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Et l'Aprilia, qui n'a pas pu non plus profiter de sa force, qui sont les virages rapides sur ce circuit de Jerez, qui n'en compte que très peu, eh bien, on n'a pas pu contester la supériorité d'Alex Marquez ce dimanche. C'est ce que disait Marco Bezzecchi après la course. Malgré la supériorité des Aprilia, notamment dans les courbes rapides, donc on peut penser aux enchaînements des derniers virages avant le dernier virage avant la ligne droite. Marco Bezzecchi a clairement dit qu'aujourd'hui, Alex Marquez était le plus fort, il était vraiment plus rapide, en tout cas sur ces secteurs-là et dans d'autres virages, notamment le virage 8 et le virage 9 aussi également. Il a dit précisément quand il m'a dépassé au virage 10, là j'ai su qu'il allait gagner. Donc voilà, c'est ça, il a dit de toute façon il n'y a rien à faire. Donc voilà, une domination de la part d'Alex Marquez, mais voilà, on va rebondir directement sur Marco Bezzecchi. Marco Bezzecchi, ok, certes, il est plus sur la plus haute marche du podium, par contre, il enchaîne quand même un 6e podium de suite. Donc un 6e podium de suite, ça montre quand même que l'Aprilia est toujours là. Et surtout, on a 4 Aprilia aux 6 premières places, ce qui est quand même, encore une fois, montre que cette machine RSGP est plutôt aboutie. Voilà, parce que c'est forcément la question que tout le monde se pose. En MotoGP, on dit souvent que la saison européenne lance un peu le vrai début de saison, après plusieurs courses disputées outre-mer. Finalement, est-ce que ça veut dire que je suis déconcentré par notre ami Dani Pedrosa qui est derrière la caméra? Qu'est-ce que je disais? Savoir si la domination des Aprilia. Si la domination des Aprilia allait prendre fin. Comme tu le dis, 4 Aprilia dans le top 6, je pense que non. Et on verra au Mans et au Mugello si. Mais on dit ça à chaque Grand Prix, on verra. Là maintenant, l'Aprilia, elle est quand même forte sur tous les circuits, sur tout un tas de types de circuits différents, que ce soit des circuits stop and go comme on a pu le voir en Thaïlande, des circuits rapides comme le Brésil, des circuits où il y a des sinueux quand même assez et des gros freinages comme à Austin. Et là encore sur un circuit étroit comme celui de Jerez, elle a montré qu'elle était là. Alors certes, elle n'a pas dominé comme elle a pu le faire, mais encore une fois, on le redit, 4 Aprilia aux 6 premières places. Bezzecchi disait quand même tout à l'heure, je ne suis pas devin, je ne suis pas un génie pour savoir ce qui va se passer par la suite, mais effectivement ça donne quand même une bonne indication sur le potentiel de cette Aprilia sur cette saison. Et puis sur la longueur d'une saison, la meilleure moto, ça reste quand même celle qui peut se montrer la plus polyvalente. Et là, à Jerez, sur un circuit qui convient moins à Aprilia, Bezzecchi fait quand même 2e, là où Ducati, c'est vraiment la première fois qu'il s'illustre cette saison comme étant la première force du plateau. Donc je pense que c'est vraiment de bon augure pour Noël et qu'il ne faut pas les enterrer trop vite en disant que Ducati a repris sa domination. On va juste faire un petit mot, du coup, Marc Marquez qui a chuté dans le deuxième tour de cette course du dimanche. Alors, on ne s'attendait pas justement à ce que Marc Marquez chute, on savait qu'il n'était pas forcément au maximum de son potentiel, il l'a clairement dit, il dit bon, effectivement je me sens mieux, mais je n'avais pas du tout la capacité d'aller chercher mon frère parce qu'en termes de rythme il se sentait un petit peu en dessous. Mais voilà, il s'est emporté, deuxième tour dans le virage numéro 11 et sur une chute très rapide. Comme le dit beaucoup d'observateurs dans le paddock, c'est vraiment un endroit où en fait très peu de pilotes ont chuté durant le week-end. Ouais. Et forcément, on se demande ce qui s'est passé. Et Bezzecchi, lui, souligne le vent a redoublé d'intensité dans ce virage-là. Alex Marquez l'a aussi dit en conférence de presse, qu'il y avait plus de vent que durant le reste du week-end dans ce virage-là. Et donc c'est peut-être ce qui aurait pu déstabiliser Marc Marquez, qui au niveau de sa condition physique était plutôt… on a du mal à comprendre, enfin on parle avec plusieurs journalistes. Il était plutôt ok physiquement. Mais à travers ses autres propos ou durant le week-end, en fait, on a du mal encore à cerner aujourd'hui, même beaucoup de personnes s'interrogent de savoir comment va Marc Marquez, alors que sur cette GP26, on voit qu'elle est capable de gagner grâce à son frère Alex Marquez. Fabio Di Giannantonio signe son 2e podium de la saison après avoir signé un podium au Brésil.
c'est que cette GP26 est capable d'être devant. Mais Marc Marquez a subi un peu plus ce début de saison. Voilà. Effectivement. Voilà, et puis je pense que là on a fait le tour pour la bataille Ducati-Aprilia, mais il faudrait peut-être qu'on donne un petit mot sur la grande performance française du week-end. Effectivement, on réservait le meilleur pour la fin, entre guillemets. Hein. On avait effectivement cette première ligne de Johann Zarco sur cette Honda. Alors, des circonstances, et comme il le dit lui-même, il l'avoue forcément, la pluie a joué en sa faveur. Si ça avait été sec, c'était pas du tout possible. Exactement, mais là-dedans, j'aimerais avant tout souligner la marque de respect qu'on a vue entre Johann Zarco et Marc Marquez, puisque sous la pluie, c'est tout le temps les deux qui se battent. La dernière fois qu'on avait une qualification sous la pluie, c'était en Allemagne. C'était Marc Marquez qui avait fait la pole devant Johann Zarco. Là, c'est une légère approximation, une petite glissade dans le dernier virage qui a empêché le Français de signer la pole position. Ça aurait été sa 9e en MotoGP. Mais malgré tout, voilà, une belle accolade après, des sourires échangés entre les deux pilotes qui savent qu'ils sont de toute façon les meilleurs sous la pluie. Après, sur le sec, c'était plus compliqué pour Johann Zarco avec une Honda qui n'est pas encore au niveau des Ducati et des Aprilia. Malgré tout, il passe la majorité de la course du dimanche dans le top 5. Oui, effectivement. Alors après, comme il le dit, sur les derniers tours, ça a été plus compliqué. Ça a été dur de maintenir les pneus parce qu'il faisait, encore une fois, il faisait très chaud, 40 degrés au sol. Et puis dans l'air, il faisait presque 30 degrés, même un peu plus. Donc il faisait très chaud. Il fait encore très chaud aujourd'hui. Ouais. Maintenant, il est presque 19h. 19h. Ouais. Donc, Johann Zarco qui avoue qu'effectivement, qu'il a un peu galéré en fin de course, mais qui se rassure du potentiel de cette moto. Et en fait, comme il le disait, il se projette déjà sur le prochain Grand Prix en France pour essayer de non pas travailler sur des nouveautés sur cette moto, mais plutôt travailler sur ses réglages pour voir ce qu'il est capable de faire sur d'autres circuits, et notamment Le Mans où il y a beaucoup de grippe. Là, il pense qu'il peut tirer encore son épingle du jeu. On espère qu'il pleuvra ou que tout se passe comme l'an dernier, mais pour qu'il y ait une récidive. Voilà. Voilà, et puis si on peut souligner une autre performance française ce week-end, on va parler bien sûr de David Dacosta en Rookies Cup qui a signé une première ligne pour la manche inaugurale de la saison qui se déroulait en marge du Grand Prix de MotoGP ici à Jerez. C'est la première fois depuis 2011 qu'on retrouvait un Français en première ligne. Les courses du week-end se sont plus ou moins bien passées. Ouais. Sous la pluie, ça a été compliqué, il a fait 15e. Ouais. Puis la course 2 du dimanche, il a terminé 6e, mais néanmoins, il s'est battu pour le podium. C'est dans le dernier tour, on l'a vu, on voyait cette bagarre. Et forcément, on sait le circuit de Jerez, on sait aussi les adversaires qu'il a face à lui. Forcément, le dernier virage, c'est celui qui freine le dernier. Donc, voilà, il est ressorti, il a essayé, il y a eu même des petits contacts. Bon, il est ressorti 6e. Malheureusement, c'est que partie remise. C'est prometteur pour la suite. On espère que sur un circuit qu'il connaît bien comme Le Mans, ça peut le faire, quoi. Il était un petit peu déçu quand on allait le voir après la course, mais il disait qu'il allait viser un podium au Mans. Donc voilà, c'est peut-être lui qui va faire rêver les Français dans 2 semaines. On l'espère. Oui, on l'espère. Merci Lucas pour ce petit débrief du Grand Prix d'Espagne. On espère qu'on a essayé de rassembler tous les éléments, on va dire, importants de ce week-end. Bien sûr, il y en a d'autres. On est devant le camion Tech 3. Ce week-end, Maverick Viñales était absent, il n'y avait qu'un seul représentant chez Tech 3, c'était Enea Bastianini qui a fait quand même 2 belles courses et qui est toujours là. C'est le Bastianini, on l'attend jamais et puis il est là. Voilà, il intègre le top 10 du championnat d'ailleurs. Exactement, et puis surtout il était là en Q2 direct, il s'est battu, là il finit 8e je crois ce dimanche. Donc Bastianini qui est là, donc attention sur certains circuits, notamment au Mans, comme il a déjà gagné par le passé. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a plus qu'une seule KTM, puisqu'il y avait uniquement celle de Pedro Acosta qui était capable de jouer les avant-postes avant. Maintenant, on peut aussi compter sur d'autres pilotes comme Enea Bastianini. Après, on va pas divaguer, mais Brad Binder qui finit 4e en sprint, effectivement dans des conditions qu'il aime bien aussi. Voilà, on sait que les KTM sont là, et Tijan Antonio, je vais juste faire finir ce crochet-là, cette parenthèse. Tijan Antonio le disait tout à l'heure en conférence de presse, effectivement, il y a les Aprilia qui ont évolué, mais il y a aussi les KTM qui ont fait un gros step durant l'hiver, et elles sont là. Donc après, sur certains circuits, c'est un peu plus compliqué. Elle est peut-être moins performante que l'Aprilia, c'est même sûr, il n'y a pas de supposition à avoir, mais elle est là, donc à suivre sur cette deuxième partie, pour cette suite de la saison. Merci à toutes et à tous, et puis on se retrouve dans 15 jours, dans une dizaine de jours, pour le Grand Prix de France. Sur un autre circuit. En espérant qu'il fasse aussi beau. Voilà. Merci Lucas. Merci Thomas. Allez, salut.